Donc, merci à tous d'être avec nous. Dans l'ordre du jour, donc un petit tour de table qu'on a déjà fait. On va revoir quelques points d'introduction sur le financement de l'innovation. Ensuite, on vous propose de partir sur un exemple de cycle de financement de la start-up et de présenter les dispositifs région, BPI et Créalia intégrés dans ce parcours. On enchaînera avec les questions-réponses, l'idée étant que justement ce soit le plus interactif possible et que si vous avez des questions aussi bien sur l'accompagnement que sur les dispositifs, vous n'hésitiez pas à les poser en suivant. Anne-Cécile, on peut peut-être se présenter avec Christian. Christian, tout à fait. Du coup, je démarre. Donc, moi, bonjour à tous. Je suis Sandra Genet. Je travaille au service entrepreneuriat à la région Occitanie. Du coup, je suis basée sur Montpellier, mais j'ai en charge tout l'ouest du territoire et je m'occupe principalement des dispositifs d'aide aux startups sur le volet de la commercialisation, donc en fait, qui est matérialisé par un parcours, le Startalk, que je vous présenterai rapidement. Ok, et donc moi c'est Christian Olmedo, moi je suis le délégué innovation BPI France pour la partie ouest de l'Occitanie, c'est-à-dire l'ex-Midi-Pyrénées. Grosso modo, je suis le responsable de l'équipe innovation, c'est mon équipe qui rencontre les porteurs de projets et met en place des financements liés à l'innovation que je vous présenterai un peu plus tard dans la présentation. Donc, on vous fera passer la présentation et les coordonnées également de tout le monde. Donc, l'idée, c'était de repartir sur quelques points et notamment cette notion d'entreprise innovante. Avant de parler de la matrice nouvelle ère, je pense qu'on est à peu près tous sur la même idée de l'entreprise innovante. Et donc, je vous laisse la parole, Sandra et Christian, peut-être de donner vos attentes pour vos dispositifs, de ce que vous entendez par entreprise innovante. Moi, je peux commencer si. Vas-y, Christian. BPI France et tous ses ancêtres, je vais citer Oseo et je vais citer Lanvar encore précédemment, on était principalement basés sur l'innovation technologique. Donc, la différenciation technologique d'un projet pour être caractérisé de projet innovant. Différenciation par rapport à l'état de l'art, c'est-à-dire que il existe telle et telle techno sur le marché et mon projet se différencie parce que il crée une nouvelle techno, il les utilise différemment et autres. Ça, c'était le cœur du métier de BPI France, la caractérisation de l'innovation par la technologie. Cette caractérisation de l'innovation par la technologie, peu à peu, s'assouplit, entre guillemets, dans le sens où on parle aujourd'hui d'innovation de service, d'innovation d'usage, qui sont des caractérisations différentes de l'innovation technologique. Et depuis cette année, on va même parler d'innovation créative chez BPI France, dès lors que un éditeur de jeux vidéo, je vais prendre cet exemple parce que on était capable de le financer précédemment parce qu'il utilisait une nouvelle techno, une nouvelle façon de développer son jeu vidéo. Aujourd'hui, le simple fait de concevoir un jeu vidéo, d'avoir de la conception sur des graphismes, sur des personnages, une histoire, une intrigue, donc avoir une innovation créative, rend éligible à différents de nos dispositifs. Donc ça, j'en parle aujourd'hui, c'est vraiment tout récent, ça a même pas une semaine, cette caractérisation de l'innovation chez BPI France. Mais donc voilà, différenciation par rapport à ce qui existe quand on parle d'innovation technologique, création artistique ou différenciation par une marque, par un produit clairement identifié lorsqu'on parle d'innovation créative. Et puis toutes les innovations de services et d'usage que l'on peut également, qui peuvent également nous permettre de caractériser de l'innovation et rendre éligible à nos dispositifs. Sandra, de ton côté? Oui, donc du coup, nous, c'est un petit peu pareil, hein. Nous, on est vraiment large en termes d'innovation, hein. C'est vraiment l'innovation au sens large, quelle qu'elle soit. Il faut juste démontrer qu'il y a un aspect différenciant
que ce soit voilà, sur le produit, sur le service, sur la façon d'accéder au marché. Voilà, on a beaucoup de projets sur l'innovation sociale, donc on conçoit vraiment l'innovation comme une innovation au sens large. Après, nous, par contre, on ne va pas aller financer toutes les entreprises innovantes. On va vraiment aller financer la start-up. Donc, la start-up, c'est une entreprise, certes, qui est innovante, mais qui a un fort potentiel de développement derrière. Et c'est là-dessus qu'on est en train d'insister en ce moment, parce que finalement, aujourd'hui, presque tout le monde peut arriver à argumenter qu'il y a une innovation quand on la définit comme on le fait aujourd'hui au sens large. Par contre, nous, on se positionne bien sur une entreprise, une future start-up ou une start-up. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un marché avec une ambition à minima nationale, voire internationale à moyen long terme, une prise de risque financière qui nécessite de lever des fonds, etc. Une ambition, que ce soit en termes de création d'emplois ou de chiffre d'affaires, avec une croissance exponentielle. Voilà. Une entreprise innovante qui a une croissance de chiffre d'affaires de 5% par an, où c'est l'associé plus un salarié sur les 3-4 premières années, pour nous, on ne la considérera pas comme une start-up. Et juste un complément, parce que c'est important, on peut être une entreprise innovante et avoir des dépenses à financer qui ne le sont pas du tout. Donc, c'est pas parce qu'on est une entreprise innovante qu'on va avoir un financement à la clé. Je m'explique. Vous voulez concevoir une fusée pour aller sur la Lune, on peut caractériser ça comme de l'innovation. Par contre, vous avez conçu votre fusée pour aller sur la Lune et vous venez nous voir pour acheter du carburant. Là, on finance du BFR, on n'est plus sur du financement de l'innovation. Donc, c'est pas parce que vous êtes une entreprise innovante que vous allez avoir les financements associés. C'est la nature des dépenses qui fera que l'on pourra mobiliser tel ou tel dispositif pour financer votre innovation. Et c'est là où finalement aujourd'hui on est assez complémentaires sur le territoire, c'est qu'on a mis en place des dispositifs qui sont suffisamment variés pour avoir des dispositifs qui financent l'innovation, des dispositifs qui financent la commercialisation, d'autres qui vont aller financer du besoin en fonds de roulement, etc. Et c'est vrai on arrive sur le territoire Occitanie à avoir une palette de dispositifs qui est assez large pour pouvoir aller financer plusieurs types de dépenses. Du coup, on va y venir. Alors, du coup, je reprends la main là-dessus. Sur l'entreprise innovante, donc moi, je ne vais rien rajouter puisque vous avez bien décrit justement ce qui était l'entreprise innovante. Pour information, chez Créalia Occitanie, on est sur 51% d'innovation d'usage financier et 46% technologique, avec sur la partie ouest plus d'innovation technologique que d'usage. Donc nous, on utilise la matrice Nouvelle Ère dans notre présentation que vous avez certainement déjà vue. Et c'est le porteur de projet qui doit préciser la nature de son innovation, si elle est technologique, usage, social. Et l'objet, voilà, si ça va être sur produits-services ou creuser un petit peu peut-être que ça va être sur une innovation sur les process ou alors le modèle économique. Et après, on va regarder l'intensité d'innovation, si c'est de l'assemblage incrémental ou cela peut arriver également la rupture. Ce que tu disais, Sandra, c'est ça tout à l'heure, hein, marché à potentiel. Et sur la partie financière, effectivement, cette notion de dépense qui est importante. Créalia, donc, on finance les dépenses immobilisables. Donc, nous, on va exclusivement financer tout ce qui sera immobilisation matérielle ou immatérielle. Et dans les matériels, il y aura le financement de brevets, de prototypes, de développement, etc. Alors, le cycle de financement d'une start-up, du coup, je vais tout passer. Les slides ne bougent pas chez moi, elles bougent chez vous? Ah, ça ne bouge pas. Alors, attends. Hop. Je suis peut-être le seul. Hein, Est-ce que là, tu les revois? Ouais. Non, mais je les voyais, mais elle était bloquée sur une d'entre elles. D'accord. Et là, tu es passé au petit schéma? Exemple de cycle de financement d'une Voilà. startup, oui, c'est bon. OK. Bon, on va partir là-dessus.
Donc, on est parti voilà, sur ce schéma-là. Donc, on va y revenir avec les dispositifs. Donc là, très rapidement, première partie anté-création. Donc, Sandra va vous en reparler. Création de l'entreprise des porteurs. Donc là, on est parti sur un capital de départ de 30 000 euros. Bon, on sait que très souvent, c'est beaucoup moins que ça, mais bon, là, c'est l'exemple. En suivant derrière, on a pris un exemple BPI France avec par exemple la bourse French Tech. Créalia qui se positionne en suivant éventuellement en complément des plateformes initiatives locales sur du prêt d'honneur et du coup pour aller chercher d'autres aides, soit des subventions régions, soit de nouveaux BPI, ainsi que la banque. Ça, c'est une première phase de R&D et pour le lancement commercial où on peut aller chercher, par exemple, là, dans ce cas, 190 000 euros. Et on passe à une deuxième phase, une fois que le chiffre d'affaires est réalisé, pour aller chercher peut-être des investisseurs BPI sur d'autres montants et les banques. C'est un exemple, ce n'est pas le schéma qui se déroule tout le temps, mais bon, c'était un exemple pour déjà partir sur des bases et donner une idée. Du coup, je vais laisser Sandra nous présenter le Startup Projet. Ouais. Si je peux juste compléter par rapport à ta slide sur le cycle de financement, moi, ce que je trouve intéressant là sur cet exemple-là, c'est qu'en fait, on a tous besoin les uns des autres. C'est-à-dire que ce soit pour venir chercher une aide région ou une aide BPI, nos aides sont plafonnées au montant des fonds propres du coup, des entreprises. Et c'est là qu'on travaille tous main dans la main parce que pour pouvoir aller chercher des aides BPI région, il faut qu'ils montent leurs fonds propres. Et c'est souvent là qu'interviennent les prêts d'honneur, Initiative, Réseau Entreprendre, Créalia. Et du coup, c'est là où on a besoin de travailler ensemble pour pouvoir aller accompagner de la meilleure manière qu'il soit le porteur de projet ou le chef d'entreprise. Et juste un dernier complément, hein, même si Anne-Cécile l'a dit, c'est un exemple. Il n'y a pas forcément un cycle. On ne va pas d'abord chercher une aide en T-création, puis une BFT, puis un ceci, puis un cela. Certains projets passent directement à l'étape 3, d'autres restent à l'étape 1. Voilà, c'est juste un exemple pour les citer tous, mais il n'y a pas forcément de cycle et d'ordre dans le fait d'aller chercher tel ou tel type de financement. Tout à fait. Là, c'était dans l'idée de réussir, comment dire, un peu de nous positionner les uns par rapport aux autres, mais effectivement, certaines, on le sait, hein, certaines startups vont directement dans la phase investisseur ou accès au marché direct. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple. Et puis tous n'ont pas 30 000 euros d'apport au démarrage. C'est intéressant d'avoir cette vision globale pour justement, quand on est face à un porteur de projet, arriver à cerner à quel stade de maturité il en est et quel besoin il a, quel besoin de financement et pouvoir, en fonction de ça, aller flécher vers le bon dispositif, quoi. Alors, du coup, nous, au niveau de la région, on a mis en place un dispositif, donc la première étape du parcours Startup, qui est un dispositif anti-création. On est aujourd'hui un des seuls dispositifs qui intervient avant la création de l'entreprise et qui va aider le porteur de projet en tant que personne physique avant qu'il crée son entreprise. Donc, le but de ce dispositif, c'est vraiment d'aller aider un porteur de projet à valider la faisabilité commerciale de son projet pour être sûr qu'il ait bien tous les éléments en main avant de créer son entreprise. Donc, on va aller aider une personne physique, mais qui a pour projet de créer une future start-up. Donc, on n'aide pas tous les porteurs de projets, c'est vraiment celui qui va créer une future start-up. Il faut qu'il ait dépassé le stade de l'idée, parce que, comme toutes les demandes de subvention, il y a un dossier à compléter, il faut qu'il fasse un prévisionnel financier, donc il faut quand même qu'il soit suffisamment avancé pour être en mesure de compléter un dossier. Mais en même temps, il ne faut pas que l'entreprise elle soit créée puisqu'on est vraiment sur une aide anti-création. Cette subvention, elle peut aller jusqu'à 10 000 euros et on intervient à hauteur de 80% des dépenses TTC. TTC puisqu'on est sur de la personne physique, donc on fonctionne en TTC. Donc ça veut dire qu'on peut aller financer 10 000 euros pour 12 500 euros TTC de dépenses.
Et qu'est-ce qu'on veut venir financer avec son dispositif? L'ambition, c'est de l'aider à valider la faisabilité commerciale, donc avant tout de l'aider à réaliser une étude de marché. C'est l'ambition première. C'est aujourd'hui, on se rend compte que les porteurs de projets, bah, ils n'ont pas forcément énormément d'argent, donc ils font des petites études de marché avec Google Forms, avec leurs propres moyens, avec leur propre réseau, qui au final ne sont pas des vraies études de marché. Nous, avec ce dispositif, ce qu'on veut, c'est l'inciter à faire appel à un professionnel pour faire quelque chose de professionnalisé, d'encadré, et derrière qui pourra vraiment l'orienter au mieux pour pouvoir démarrer son entreprise. À côté de ça, on peut financer aussi des premiers frais de communication qui vont aller l'aider à tester son marché. Par exemple, bah, j'ai besoin de faire un site internet vitrine pour avoir quelque chose à montrer à mes premiers prospects, de faire des photos, des vidéos de mon produit ou de mon service. J'ai besoin d'aller participer à un salon. Voilà, ce type de dépenses, mais on est vraiment sur du test de marché. À aucun moment donné, on est sur des premiers frais de com en création. C'est-à-dire que ben, j'ai prévu de créer mon entreprise dans un mois et là, je veux lancer mon site internet pour qu'il soit prêt le jour de la création. Ben non, si c'est ton site internet définitif, on n'est plus sur de la validation de marché. On est vraiment sur du début de commercialisation. Donc nous, avec ce dispositif, on intervient vraiment sur de la validation de marché. On ne finance pas tout ce qui est lié à l'innovation, donc du développement de produits, du dépôt de brevets, on n'interviendra pas là-dessus. On n'intervient pas non plus sur des dépenses liées à la création d'entreprise, que ce soit les frais d'avocat pour rédiger les statuts, les pactes d'associés ou les comptables pour réaliser les prévisionnels, ça on ne finance pas. Voilà, on est vraiment sur de la faisabilité commerciale. Concrètement, avec le retour qu'on commence à avoir, à quoi ça sert? Ben, la plupart du temps, on va aider le porteur de projet à lui rembourser des frais qu'il va faire intégration pour que derrière, il puisse l'injecter en capital. C'est d'autant plus intéressant parce que ben, ça lui permet d'avoir un peu plus de fonds à injecter au moment de la création de l'entreprise. Et puis, ben, c'est ce dont on a parlé, hein. Plus le capital est élevé, plus derrière, il pourra aller lever des prêts d'honneur et lever des subventions et des aides publiques. Voilà, j'ai été assez rapide. N'hésitez pas si vous. Je ne sais pas comment tu veux faire, Anne-Cécile, on pose les questions à la fin, non? Ben, je pense que oui, s'il y a des questions qui viennent spontanément, on peut les poser dans les commentaires. Mais moi, là, je ne les vois pas, du coup, comme j'ai la Ouais, slide. Et on je déroule vais et puis répondre à la fin. on fera les questions-réponses à la fin sous forme d'échange. Ouais. Alors, du coup, on va passer. Donc là, l'entreprise est créée et les porteurs ont apporté 30 000 euros de capital dans cet exemple et vont aller solliciter BPI. Alors, j'ai remis les Ouais, slides alors, BPI. ouais, tu peux avancer parce que là, J'avance. ça présente BPI, c'est pas forcément intéressant. Euh, Alors, il manque la bourse French Tech, je il marche crois. la bourse French Tech, mais c'est pas Oui. grave, puisque bourse French Tech, en fait, c'est jamais qu'une déclinaison de l'aide à la faisabilité. Alors, euh, là, on parle d'une entreprise qui vient d'être créée, donc qui a moins d'un an. Donc, l'aide à la faisabilité qui est présentée sur cette slide, pour les entreprises qui ont moins d'un an, s'appelle Bourse French Tech. Mais le principe reste le même. L'entreprise est créée, elle a un programme d'innovation. On ne revient pas sur la description de l'innovation, mais on l'a présenté tout à l'heure. Et elle a surtout des dépenses liées à ce programme-là, en lien avec son programme. Donc ça peut être des frais de personnel, ça peut être des prestations externes. On a parlé d'études de marché avec le Startup, mais ça peut être de la propriété intellectuelle, ça peut être un prestataire externe, ça peut être tout un tas de choses. Donc on va avoir une assiette de dépenses et la bourse French Tech va pouvoir financer jusqu'à 70% de cette assiette de dépenses. Sous forme de subvention, bien évidemment, et versée en deux tranches. C'est-à-dire qu'on va verser 70% à la signature du contrat, donc ça fait une avance de trésorerie, et les 30% restants sur justification de l'intégralité des dépenses acquittées. Toujours pareil, limité aux fonds propres et quasi-fonds propres de l'entreprise, hein, d'où je rejoins ce que disait Sandra tout à l'heure, la coordination entre nous tous, puisque plus une entreprise sera capitalisée, plus ça fera boule de neige et elle pourra aller chercher des financements chez les financeurs publics. Donc, les différences par rapport à cette slide, donc là on parlait de création d'entreprise, donc moins d'un an,
Ici, dès lors que l'entreprise passe le cap des 1 an, notre taux d'intervention baisse un petit peu, il passe à 50%, et en contrepartie, le montant de notre intervention augmente, lui, puisqu'il n'est plus limité à 30 000 comme dans le cas d'une bourse French Tech, mais peut monter jusqu'à 50 000. Point important, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les choses ne sont pas cycliques. On parlait de tout dépend du montant des fonds propres de l'entreprise. On peut faire une aide à la faisabilité pour une entreprise qui a plus d'1 an à 15 000 euros, comme on peut faire une bourse French Tech pour une entreprise qui vient juste d'être créée à 30 000. Tout dépend du stade dans lequel est l'entreprise, tout dépend de ses besoins et tout dépend de la nature de ses besoins. S'il y a un seul message à retenir, c'est pas juste je suis une entreprise innovante, c'est certes j'ai un projet innovant, mais surtout quelle est la nature des dépenses que je cherche à financer. Et c'est en fonction de la nature de ces besoins qu'on va pouvoir mobiliser tel ou tel dispositif pour accompagner le porteur de projet ou le chef d'entreprise une fois que c'est créé à financer la totalité de son programme. Bon, je vois que c'est cité moins de 2000 personnes, c'est évident lorsqu'on crée qu'on est moins de 2000 personnes, ou alors c'est des, c'est des belles startups. Et du coup, pour voir la complémentarité, c'est que là, par exemple, dans ta liste de dépenses, Christian, toi, tu as l'étude de marché. Ben, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des porteurs de projets qui viennent me solliciter pour un start-up projet, mais qui sont vraiment, vraiment à la limite de la création de l'entreprise. Donc, je leur dis, bah non, là, on n'y va pas sur le start-up projet. Allez voir BPI et eux pourront intervenir avec la BFT pour aller financer l'étude de marché. C'est là où on intervient vraiment à des stades de maturité différents sur des typologies des dépenses et où on a une bonne complémentarité. Bien sûr. Et à contrario, si l'entreprise vient nous voir pour une BFT alors qu'elle n'est pas encore créée, c'est nous qui disons, ben, allez voir d'abord, faites d'abord une étude de marché et revenez nous voir une fois que cette étude de marché est faite et que vous êtes vraiment en phase de création. Il ne faut pas créer trop tôt, il ne faut pas créer trop tard, mais il ne faut pas créer trop tôt non plus. Alors du coup, on passe à la suite. Donc dans cet exemple, c'est là où on peut retrouver Créalia. Alors je vais passer aussi rapidement sur Créalia. Donc on est membre d'Initiative à France, association publique-privée, présidée par des chefs d'entreprise, financée par la région, BPI. Donc on est aussi fortement lié via nos financeurs. Et l'Europe via le fonds Foster TPE-PME. Et pour rappel, l'équipe de Créalia est salariée de l'Agence régionale de développement économique ADOC, du coup en mission pour l'association Créalia. Sur la présentation du fonds, donc, on est prêt à taux zéro, personnel, sur 60 mois avec un différé de 12 mois. Et dans les points essentiels, ce que viennent chercher les porteurs de projets très souvent, c'est le label Créalia, puisqu'on ne finance que les projets innovants, donc sur toute la région. Par rapport au fonds Foster TPE, PME, le fait qu'on ait des fonds toute l'année et voilà, on est largement abondé, donc ce qui nous permet de financer des montants importants et du coup d'aller jusqu'à 100 000 euros par projet, quelle que soit la période de l'année, en étant garanti par BPI France à hauteur de 70% si c'est une première création d'entreprise, 50% dans le cas contraire. Les montants du coup de 20 000 à 100 000, c'est-à-dire qu'en dessous de 20 000 euros par projet, on n'ira pas sur le projet. Voilà, on a vraiment ce montant-là, peu importe si c'est 15 000 pour l'un et 5 000 pour l'autre associé. Mais voilà, ça c'est notre minimum et on est sur un plafond à 50 000 euros par porteur, 50 000 euros en sachant qu'on tient compte des prêts d'honneur déjà existants et on fait des points réguliers, notamment sur Toulouse avec Réseau Entreprendre, Marie-Laure Ricard et Valérie pour Initiative, pour justement bien s'accorder, être sûr que on n'est pas des porteurs de projets qui nous sollicitent tous et qui aillent chercher parfois jusqu'à 75 000 euros par personne, voilà, ce qui est déjà arrivé. Donc maintenant, on se met bien d'accord. Le montant accordé n'est pas conditionné aux fonds propres existants chez Créalia. C'est ce qui permet justement d'aller chercher plus de financement et de lever plus derrière.
On va regarder l'instruction globale du dossier pour que ce soit cohérent, bien évidemment. Si un porteur de projet qui met 1 000 € dans son entreprise nous sollicite pour 100 000, voilà, il faut qu'il y ait une cohérence globale sur l'ensemble du dossier, mais ça, ce sera vu lors de l'instruction. On n'a pas besoin de l'accord des financeurs qui sont prévus dans le business plan. Pareil, on va demander donc vraiment d'avoir, nous, donc sur un prévisionnel sur 3 ans, les financeurs, et dans le plan de trésorerie, on va demander à avoir tous les financeurs prévisionnels. Il faut qu'il y ait une faisabilité assez certaine, mais pour autant, on ne va pas demander d'accord écrit de ces financeurs. On va débloquer également les fonds en une tranche sans avoir les accords des financeurs. Dans les autres points, il y a l'accès à l'écosystème régional, puisque Créalia a un très fort réseau dans l'écosystème, et une valorisation des projets et des partenaires, puisqu'on a une chargée de communication en interne qui met en valeur à la fois nos partenaires et nos porteurs de projets. Alors, sur le procès, je ne vais pas m'attarder non plus trop longtemps. En gros, sur la détection des projets, alors c'est vrai que moi, je suis beaucoup sollicitée par les porteurs de projets. Donc, je les renvoie aux structures d'accompagnement de nos partenaires, donc le réseau Entreprendre Initiative et les pépinières et incubateurs du réseau IP+, puisqu'on ne peut pas nous financer en direct au niveau de Créalia, on ne finance que les projets qui sont accompagnés. Donc une fois réorienté, voilà, l'idée simplement c'est de voir les porteurs de projets avant qu'ils passent en comité dans les structures d'accompagnement. Pourquoi? Pour qu'on valide bien ensemble le plan de financement, voilà, et la répartition notamment des montants, l'éligibilité chez Créalia au niveau de la structure capitalistique, par exemple, ce genre de choses. Une fois que tout ça est validé, on peut programmer un passage en comité Créalia. Donc moi, dans ce process, il faut que j'ai les dossiers complets 1 mois avant le passage en comité, ce qui peut permettre certains allers-retours au niveau de l'instruction si c'est nécessaire. Et j'envoie les dossiers aux membres 1 semaine avant le jour J du passage en comité. Lors du comité, l'accompagnateur peut être présent pour faire les retours lors des échanges et débats aux porteurs de projet. Le porteur de projet reçoit une notification dans les 4 jours maximum suivant le comité. Ensuite, il a un petit dossier administratif, notamment pour régler la partie assurance décès invalidité BPI, qui peut prendre 2 mois. À lui de nous renvoyer le dossier complet au plus tôt. Une fois qu'on a reçu le dossier complet, on programme un rendez-vous de signature aujourd'hui qui est dématérialisé et les fonds sont débloqués donc en une tranche la semaine qui suit. Voilà. En bleu, en gros, c'est la partie Créalia et en vert, c'est la partie structure d'accompagnement. Sur le suivi, nous, on a un suivi en fait qui va reposer sur un suivi trimestriel par rapport au déblocage des fonds du porteur de projet de justificatifs. Le porteur de projet doit nous envoyer les justificatifs des dépenses. Ça peut être par exemple si c'est de la R&D immobilisée sur un ingénieur, ça peut être une fiche de paye de l'ingénieur par exemple. Et on reste fortement en contact avec la structure d'accompagnement pour tout le suivi du projet, et notamment en cas de difficulté également, voilà, pour voir comment on peut arranger les choses et aider le porteur de projet dans le remboursement de son prêt. Sur le comité d'engagement, c'est simplement pour vous dire que c'est le lieu où la décision finale est prise, donc la réponse est donnée en direct. Le comité est souverain. Moi, je vais aider sur l'instruction du dossier, mais le comité reste souverain et également peut apporter des recommandations aux porteurs de projet. Quelques chiffres du coup sur 2020, qui était une année un petit peu particulière. Du coup, ça s'est maintenu par rapport à 2018 puisque sur l'Ouest, on est en progression. Et en gros, sur 91 projets reçus à l'instruction, 39 ont été financés. Ça représente 2 millions d'euros à peu près de financement de prêts accordés. Et on est sur des prêts moyens à 53 000 € par projet
et 25 000 € par porteur. Voilà. Et c'est 18 millions d'euros investis dans l'économie et 80% des entreprises accompagnées qui sont toujours en activité après 5 ans grâce à l'accompagnement des structures partenaires. Donc, j'en ai fini pour Créalia. On revient du coup sur, je crois, Sandra avec le Startup Process du coup. Maintenant qu'ils ont augmenté les fonds propres. Sandra, je ne sais pas si tu as ton micro, je ne te vois pas. Non, je parle dans le vide, je faisais un monologue. Donc, du coup, là, je vais vous présenter donc, la deuxième étape du parcours Startup, qui, comme l'a dit Anne-Cécile, en fait, maintenant, voilà, l'entreprise, elle est créée. Elle a eu la BFT si elle avait besoin de finaliser l'innovation, etc. Elle a eu son prêt d'honneur si elle avait besoin de renforcer ses fonds propres. Et elle a commencé à commercialiser son produit, donc elle a déjà un début de preuve de marché. Et avec ce dispositif Startup Process, on va venir l'aider avant tout à structurer son équipe commerciale. Donc, on intervient auprès des startups qui ont moins de 3 ans. On peut aller jusqu'à moins de 5 ans ou moins de 7 ans selon des cas particuliers. On intervient sous forme de subvention qui peut aller jusqu'à 50 000 €, plafonné au montant des fonds propres. Donc, nous, c'est capital, prime d'émission, réserve, compte courant d'associés bloqué. Donc, on peut aller jusqu'à 50 000 €. On intervient à 50%. Donc, ça veut dire sur une assiette de dépenses de 100 000 € hors taxes sur 2 ans. Qu'est-ce qu'on vient financer? Avant tout, du coup, je vous le disais, la structuration de l'équipe commerciale, c'est-à-dire du salaire chargé de profils type commercial, business developer, chargé de marketing, chargé de communication. Voilà, l'idée, c'est vraiment de l'aider à structurer cette équipe stable, à faire en sorte que le dirigeant puisse à nouveau dormir, prendre des week-ends et sortir un peu la tête de l'eau. On finance aussi, donc, bien sûr, dans un premier temps, le recrutement de stagiaires et d'alternants, puisque souvent, ils commencent par des profils de ce type-là. Mais il faut vraiment qu'il y ait une ambition de stabilité derrière, donc avec de la transformation en CDI. Et à côté de ces salaires chargés, on peut venir financer des frais commerciaux de communication et de promotion qui sont indispensables pour armer les équipes qu'on recrute. Donc, voilà, je veux améliorer mon site internet, je veux aller sur des salons, je veux faire on est beaucoup sur du référencement actuellement, acheter des espaces presse, etc. Voilà. Donc, tout ce qui est frais de commerciaux et de communication qui sont afférents. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que donc la start-up, il faut qu'elle ait donc moins de 3 ans, il faut qu'elle ait les fonds propres suffisants. On n'est pas obligé de plafonner. Si elle a que 40 000 € de fonds propres, on peut aller chercher 40 000 € de subvention. Et si elle a déjà plus d'1 an, il faut absolument qu'elle soit saine avec des capitaux propres positifs. Voilà, sur ce dispositif, c'est là où on intervient. Pourquoi on intervient souvent après la bourse French Tech ou après Créalia? C'est parce que nous, on demande vraiment un début de preuve de marché. Alors, ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être des contrats fermes signés, mais il faut vraiment qu'il y ait un début de traction commerciale. Voilà, globalement. Okay. Du coup, on a j'ai mis tes slides, Christian, sur Ouais. la partie. Juste, tu peux descendre pour que je vois le nombre de slides et que je dise pas la même chose sur chacune d'entre elles. Hop, il y a Ok, l'aide donc au l'aide et développement le de prêt. l'innovation Alors, et ça. Voilà. ok, bon, ça c'est juste pour faire terminer. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vous ai présenté la bourse French Tech avec la slide qui parlait de l'aide à la faisabilité. Pourquoi? Parce que la bourse French Tech est une sous-partie de l'aide à la faisabilité. Là, je vais vous parler des aides au développement et de l'aide à l'innovation en général. L'aide à l'innovation chez BPI France, c'est un financement qui va financer, comme son nom l'indique, les dépenses liées au développement d'une innovation. Plus on est proche de l'idée, plus on est sur une étape de faisabilité. Et lorsqu'on est sur une étape de faisabilité, on va intervenir avec une aide à la faisabilité et plus précisément pour les entreprises qui ont moins d'1 an, avec une bourse French Tech. C'est un peu de marketing, mais on finance les premières étapes d'un projet d'innovation. Une fois que techniquement, on a une preuve de concept, le projet, on sait que moyennant le coût du développement, on va arriver à une solution qui sera arriver à un premier prototype, à une solution montrable, commercialisable.
Eh bien, chez BPI France, on passe donc sur une deuxième étape qui est le financement par une aide au développement. Une aide au développement, donc la différence, c'est qu'on n'est plus sur de la subvention, on va être soit sur de l'avance remboursable, soit sur du prêt innovation R&D. Précédemment, on appelait ça du prêt à taux zéro. Aujourd'hui, là encore, le nom a changé, c'est du prêt innovation R&D. La différence entre les deux, entre l'avance remboursable et le prêt, un prêt, comme son nom l'indique, se rembourse en tout état de cause. Je vous prête 100, vous me rendez 100, avec un différé certes, mais vous me remboursez la totalité. Une avance remboursable, dans ce cas-là, le remboursement est conditionné à la réussite du projet, à la réussite technique du projet. Dans les faits, je vous prête 100 et je vais vous dire, à minima, vous me rembourserez 40. Les autres 60 sont conditionnés à la réussite du projet. C'est-à-dire, vous devez arriver à mettre au point tel ou tel produit. Vous y arrivez, vous me remboursez 100. Vous n'y arrivez pas, vous remboursez 40, à minima 40. Donc ça, c'est pour l'avance remboursable. Le prêt, lui, c'est beaucoup plus simple. C'est je vous prête une telle somme, vous me remboursez la telle somme. Alors, l'autre différence entre les deux dispositifs, alors certes, il y a un système, je vais dire, assurantiel dans l'avance remboursable, puisque potentiellement, vous ne remboursez pas la totalité. En contrepartie, le taux d'intervention est plus bas. C'est-à-dire que lorsqu'on intervient via une avance remboursable, on va financer au maximum 45% de l'assiette des dépenses. Là où avec un prêt innovation R&D, on va pouvoir aller jusqu'à 80% de l'assiette des dépenses. Alors, ça ne doit pas être le seul critère qui fait orienter soit vers l'un, soit vers l'autre. C'est également la maturité du projet et le degré de risque lié au projet. Si techniquement, il y a 99,9% de chances que vous arriviez à développer votre solution, on va plutôt orienter vers le pays R&D. Pourquoi? Ben parce que déjà, le taux d'intervention sera plus important et comme il y a peu de risques que vous n'y arrivez pas techniquement, dans tous les cas, vous rembourserez la totalité. Donc, autant avoir un montant de financement plus important. Par contre, lorsqu'on est sur des projets techniquement risqués et où potentiellement on n'est pas sûr d'arriver à une solution commercialisable, ben bien évidemment, on va plutôt orienter vers une avance remboursable. Les montants, donc c'est à partir de 50 000 euros et jusqu'à 3 millions d'euros. Donc là, la fourchette est large. Toujours indexé sur les fonds propres. Je vois qu'il y a marqué limité aux fonds propres. Alors, limité aux fonds propres, ça va être vrai sur l'avance remboursable. Sur le prêt innovation, on peut aller jusqu'à 2 fois le montant des fonds propres. Donc, c'est plutôt indexé sur les fonds propres. Et encore une fois, tous ces curseurs nous permettent d'évaluer le risque et de moduler notre intervention. On ne sera jamais à 80% et 2 fois le montant des fonds propres et avec une entreprise qui a pas encore démontré qu'elle commercialisait son produit. Tout ça est modulable et nous permet de calibrer au mieux notre intervention. Les dépenses, toujours pareil, ce sont des dépenses de R&D, donc des investissements immatériels, des licences ou autres, du recrutement, bien évidemment. Marketing, donc quand on en est là, alors moins de dépenses de marketing. En général, les dépenses de marketing, elles sont soit financées par le prêt innovation R&D. D'ailleurs, on a changé de slide, non, je crois? Ou alors j'ai Oui, parlé? j'ai changé l'assiette, Ouais, bon, pardon. parce qu'en fait, c'est les mêmes, hein, mais D'accord. à très peu de choses, ça varie peu de l'une à l'autre. Mais donc, on retrouve à peu près la même nature de dépenses, pour pas dire exactement la même nature de dépenses, des frais de personnel, des prestations externes, éventuellement de l'amortissement des investissements récupérables. Une avance remboursable ou un pays R&D ne finance pas de l'investissement machine. Par contre, si dans votre programme d'innovation, l'entreprise a besoin d'investir dans une machine, ben, comptablement, cet investissement va s'amortir sur 5, 6, 7 ans, tout dépendra du bien financé. Si votre projet dure 2 ans, ben, on va prendre 2/5 du coût de la machine ou 2/7 du coût de la machine, qui est le coût d'utilisation sur la période sur laquelle on finance le projet. Et si tu peux juste aller sur la dernière slide qui me concerne. Voilà. Donc là, j'ai essayé en une slide de regrouper un petit peu tout ce qu'on s'est dit. La flèche rouge du haut, on va de l'idée jusqu'au marché. Bien évidemment, qui dit idée dit pas forcément création d'entreprise. Mais dès lors qu'on a une entreprise créée, on peut
s'assurer de sa faisabilité, de la faisabilité de son idée. Donc là, on va intervenir avec des outils de subvention. Une fois que cette preuve de concept est déterminée, on va financer via des aides au développement, ce que je viens de vous parler, avance remboursable ou pays R&D. Et ensuite, il y a le lancement industriel et commercial, où là, on est plus proche du marché, on a besoin de financer du BFR à proprement parler. Et là, on va avoir toute une série de prêts sans garantie, en général sur 7 ans, avec 2 ans de différé, et qui vont permettre de financer euh, pardon, c'est un prêt non affecté, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que là, sur ce deuxième type de financement, lorsqu'on est proche du marché, il n'y a plus d'assiette de dépenses, il n'y a plus de je vais recruter un ingénieur qui va travailler tant d'heures sur mon projet. Non, j'ai besoin d'une enveloppe de 100 000 qui, grosso modo, va me permettre de financer des commerciaux, aller faire un salon, acheter du stock pour pouvoir produire de mon produit. On est sur du financement à faible valeur de gage. On va pouvoir mettre en place ce type-là de financement, de prêt sans garantie BPI France. Voilà pour le panorama qui est assez large des dispositifs d'accompagnement des startups et des entreprises en général. Ok, merci. Bah, écoute, on a terminé sur cette première partie. Donc, dans la présentation, vous aurez les mails. Donc, moi, je vais sortir Je du vais PowerPoint peut-être juste, pour Anne-Cécile, aborder sans forcément le présenter en détail, mais le troisième volet du parcours Startup qui intervient Oui. du coup dans la phase de développement et d'accélération de la startup, où on intervient aussi la région, donc le Startup Progrès, avec une avance remboursable qui vient financer de l'accroissement de besoins en fonds de roulement. Du coup, c'est une avance remboursable qui peut aller jusqu'à 200 000 euros avec un différé de remboursement de 3 ans. Voilà, mais c'est vraiment, du coup, c'est mobilisable dans les 5 premières années d'activité. C'est vraiment pour les entreprises qui sont en phase d'accélération. Donc, en général, elles ont facilement 3-4 ans. Et chez Créalia, on a le pré-croissance également. Donc, pour les entreprises qui ont eu un prêt Créalia, elles pourront bénéficier d'un nouveau prêt d'honneur si elles ont remboursé leur prêt Créalia dans une deuxième phase également de développement. Donc, côté ouest, on n'en a pas encore puisque c'est trop récent depuis 2017. Mais côté est, on a des anciens bénéficiaires Créalia qui nous sollicitent occasionnellement pour des prêts croissance. Voilà, donc du coup, ce que je vous propose, bah, c'est, voilà, alors c'est pas évident toujours de prendre la parole le premier. Je sais que la dernière fois qu'on avait fait cette réunion, il y avait eu plein de questions. Est-ce que vous avez des questions pour Christian et Sandra, peut-être? N'hésitez pas à les poser. Oui, moi j'ai une première question à poser sur le dernier intervenant. Le prêt contracté, c'est la société qui contracte le prêt ou c'est un prêt d'honneur, c'est-à-dire que ce sont les porteurs de projets qui contractent les prêts? C'est une bonne question. Tous nos financements sont consentis à l'entreprise. Donc le prêt, c'est bien évidemment l'entreprise qui contracte le prêt. Et comme il est sans garantie, il est sans garantie, comme son nom l'indique, mais pas de caution personnelle par rapport aux dirigeants. Donc c'est l'entreprise, personne morale, qui contracte le prêt. D'accord, ça c'est... Et dans ce cas-là, le prêt, il est à quel taux? Alors là, le taux, ça dépend de la cotation Banque de France. Euh, Là, on parle d'entreprise soit récemment créée, là, si on est sur une start-up, soit qui peut avoir plusieurs années d'existence. Et donc, forcément, elle va avoir une cotation Banque de France. Alors, elle a une cotation Banque de France qui sera zéro si elle a moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires et qui sera 3 plus, 3, 4, 5, 6, j'espère pas pour elle. Mais en tout cas, entre 3 et 5, qui sont des cotations, on va dire, d'entreprises in bonis, ben, plus la cotation Banque de France sera bonne, meilleur sera le taux. Et paradoxalement, plus l'entreprise avec une cotation moins bonne, donc qui aurait plus besoin peut-être de financement, le taux sera moins intéressant. Ça change tous les mois, ça varie tous les mois, mais pour vous donner un ordre d'idée, ça varie entre
Là, on doit être entre 0,8 et peut-être 3, 4 en fonction des dispositifs et des maturités des entreprises financées. Merci. Donc, sachant que par rapport du coup aux aides régions, j'en ai pas parlé. Donc nous, nos dispositifs sont, on impose que les porteurs de projets ou les entreprises soient obligatoirement accompagnés par une structure. Alors du coup, ce sont soit les structures qui ont répondu aux appels à projets de la région, sur les appels à projets d'accompagnement. Donc, ça va être les pépinières du réseau IPPUS, les chambres consulaires. Ça peut être l'agence ad hoc, notamment sur le territoire toulousain. Voilà. Mais en tout cas, les dossiers sont déposés directement par les structures d'accompagnement et on impose cet accompagnement-là. Sandra, on est bien d'accord, c'est l'accompagnement, l'AAP innovation. Accompagnement, innovation, c'est pas financement. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, les initiatives ne peuvent pas, les plateformes d'initiatives ne peuvent pas déposer des dossiers. Par contre, ça peut être, c'est pas forcément que le innovant, parce que les CCI, par exemple, n'ont pas répondu forcément à l'innovant, mais c'est les appels à projets liés à l'accompagnement et pas au financement. Et sinon, toutes les pépinières sont éligibles. La pépinière du Grand Montauban, qui est dans le réseau Plus, Oui, peut tout à déposer. fait. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Oui, moi, l'autre question que je voudrais poser, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est Créalia, la personne qui représente Créalia, qui a dit pas besoin de l'accord des financeurs pour pouvoir obtenir les prêts Créalia. Aujourd'hui, bon, encore à la limite, quand un porteur de projet va venir nous présenter un dossier avec je suis en contact avec une banque pour faire un prêt de X euros, même si l'accord n'est pas définitif, s'il nous dit j'ai contacté Créalia ou BPI, on n'a pas de problème. Mais aujourd'hui, moi j'ai de plus en plus reçus de dossiers, enfin, vu de dossiers où c'est du crowdfunding qu'ils annoncent, et puis après du crowdfunding, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils le mettent directement dans leur recette, dans le cash qui doit rentrer, et ils n'ont même pas rentré le crowdfunding. Donc, moi, ça me gêne un petit peu ce que vous avez dit, que pas besoin de l'accord du financeur, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que nous, on fait au niveau d'IHG? On fait comme vous, c'est-à-dire qu'on dit... Bon, vous avez lancé un crowdfunding, donc vous avez une probabilité de réussir, donc on vous fait confiance. Moi, c'est un truc qui me gêne là, un petit peu. Je ne sais pas, Valérie, tu veux intervenir peut-être? Oui, nous, on n'a pas la même règle, puisque nous, effectivement, on demande les justificatifs des financeurs, voilà, présentés dans les plans de financement. Oui. Du coup, ce qu'on avait vu justement, parce que nous, en fait, par rapport à initiative, ça peut être bloquant pour nous. Pourquoi? Si par exemple, dans le cas alors on va peut-être pas prendre le crowdfunding, mais par exemple, s'il y a une banque, si le financement bancaire, l'accord est attendu, du coup, pour obtenir la convention d'accompagnement avec initiative pour le porteur de projet, il va falloir de toute manière qu'il attende l'accord. Nous, Créalia, on ne pourra débloquer les fonds que si on a la convention initiative Haute-Garonne. Donc, on sera bloqué. C'est-à-dire que si il y a des conditions suspensives chez Initiative Haute-Garonne qui bloquent la convention d'accompagnement, vu que Créalia ne finance que les projets accompagnés, c'est-à-dire que pour nous, pour lancer le déblocage, il faut qu'on ait cette convention d'accompagnement, on sera bloqué. Ce qu'on a vu avec Valérie pour limiter malgré tout, alors dans certains cas, la condition suspensive est justifiée, si réellement au niveau d'Initiative Haute-Garonne, vous estimez par exemple que c'est important qui justifie par exemple le crowdfunding, dans ce cas-là, si vous le mettez en condition suspensive, nous, de toute manière, on ne pourra pas avancer. En revanche, supposons que le dossier soit excellent, que juste il y ait une banque, que la banque, effectivement, on sait qu'ils ont déjà rencontré la banque ou ils ont déjà rencontré BPI, par exemple.
Créalia peut être considéré comme partenaire de l'innovation, financeur de l'innovation pour enlever cette condition suspensive d'obtention d'un accord complémentaire. Et si Créalia valide, du coup, nous, on pourra, vous pourrez débloquer et nous aussi. Mais là, on lève cette condition d'accord de partenaire financier pour pas que ce soit le serpent qui se mord de la queue, c'est-à-dire on ne peut pas débloquer, le financeur ne peut pas débloquer, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question et si c'est plus clair. Oui, Marc. Un petit peu plus clair. Juste pour une petite précision, c'est que jusqu'à la fin de l'année dernière, Initiative Haute-Garonne ne considérait pas Créalia comme un financeur de l'innovation. Donc, du coup, le financement obtenu chez Créalia ne justifiait pas notre déblocage et on a inversé ça. C'est pour ça qu'on a pris des dossiers plus en amont, chose qu'on ne faisait pas avant. On a pris des dossiers en amorçage pour pouvoir permettre leur présentation à Créalia et considérer Créalia comme un financeur de l'innovation. Et pour compléter, je dirais qu'il y a l'instruction du dossier par l'accompagnateur. Moi, je réinstruis, entre guillemets, le dossier derrière. Ensuite, il y a le comité qui, si je vais même plus loin, en prenant Initiative Haute-Garonne, il va y avoir l'instruction de l'accompagnateur, le pré-comité, le comité, il va y avoir ensuite moi qui rajoute ma petite instruction, et enfin le comité Créalia. Donc ça fait quand même plusieurs passages où le dossier a le temps d'être bloqué s'il ne semble pas viable. Au niveau du comité Créalia, on va avoir dans le comité les banques de l'innovation, on va avoir des fonds, etc., qui eux-mêmes pourraient bloquer le dossier s'ils estiment qu'il y a un doute sur l'obtention des cofinancements. J'ai l'impression que chez certaines entreprises que j'ai vues ont l'air de pas comprendre cet ensemble de financements possibles. Donc souvent, d'après ce que j'ai compris, ils viennent nous voir puisque nous, effectivement, on est les accompagnateurs, mais ils n'ont pas une vision large de tout ça. Bon, vous nous donnez des informations aujourd'hui, mais bon, c'est pas évident aussi pour nous. On n'est pas des experts, hein, on est des anciens chefs d'entreprise, ben on n'est pas des experts en matière de financement. Est-ce qu'ils ont un point d'entrée à qui on peut les renvoyer pour effectivement oui, mais ça c'est mon job, Marc. C'est-à-dire qu'un dossier que l'on... Pardon, excuse-moi alors. Oui. Donc, je les réoriente effectivement quand ils ne sont pas déjà orientés vers nous, parce qu'effectivement, BPI ou la région nous les réoriente quand il y a besoin de fonds propres ou le circuit se fait par ce biais-là, dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Après, il peut y avoir aussi du co-accompagnement, on va dire. Voilà, alors sur la partie financement, c'est vrai que ce sera où il peut y avoir la CCI, comme tu disais Sandra, ou après on a ad hoc également sur la partie peut-être expertise sectorielle, etc. Donc voilà, on voit souvent du co-accompagnement en fait. Hein. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur justement, c'est intéressant d'avoir ce retour des chefs d'entreprise. Est-ce qu'ils arrivent quand ils viennent vous voir avec des business plans finalisés ou en général il y a du travail encore à faire et comment ça se passe? Parce que j'ai une question aussi, moi, peut-être sur la réorientation et peut-être vers, ou même des experts comptables spécialisés financement de l'innovation. Je ne sais pas s'il y en a sur Toulouse plus particulièrement. Le problème qu'on rencontre en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, d'entreprises nouvelles qui effectivement se mettent dans des positions de start-up, comme vous l'avez défini, c'est-à-dire qui vont avoir un développement rapide dans les années à venir et qui arrivent avec des business plans qui ne tiennent pas la route. Ça, c'est clair
c'est clair et c'est net, quoi. Donc on a de plus en plus de mal. Alors je ne sais pas pourquoi effectivement ils arrivent avec ce genre d'idées en tête, c'est-à-dire des développements rapides, et on a de plus en plus de mal à leur faire revoir leur ambition. Alors la plupart du temps, quand on leur demande de revoir leurs ambitions, ils disent oui, mais j'ai prévu de lever des fonds dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est un peu difficile pour juger de la crédibilité de l'entreprise. Mais c'est aujourd'hui, il y a une tendance, dans les derniers dossiers que j'ai instruits, il y a une tendance à avoir des montées en chiffre d'affaires très exponentielles. Et rapidement, s'étendre à l'étranger, sur toute la France, etc. Ouais, après, nous, sur nos dispositifs, c'est l'ambition qu'on leur demande. Oui, c'est ça. C'est aussi ce que va demander les investisseurs. Si c'est des startups qui cherchent des investisseurs, c'est ce qui va leur être demandé. Ouais, oui, mais nous, apparemment, c'est ce que je disais, on est un petit peu en opposition à ça. Nous, ce qu'on recherche, c'est quand même que l'entreprise soit viable, quoi. Donc, on préfère avoir un business plan qui est modéré, mais qui garantit, un plan B, quoi, si vous voulez, qui garantit le succès de l'entreprise, plutôt que d'avoir des chiffres qui fait que rapidement, on va embaucher 10 personnes, etc., pour faire un chiffre d'affaires mirobolant. Ça, c'est et c'est tout l'enjeu que nous, on a au moment de l'instruction, c'est-à-dire quand il y a peu d'ambition, c'est arriver à identifier est-ce qu'il y a peu d'ambition parce que c'est un business plan qui est vraiment prudent, parce qu'il y a des dirigeants qui se qualifient eux-mêmes de bons pères de famille, qui veulent gérer leur entreprise en bons pères de famille, du coup, qui ont cette vision prudente, mais où derrière, il y a un réel potentiel. Ou alors, à côté de ça, il y en a qui font des prévisionnels qui n'ont ni queue ni tête à 3 millions de chiffre d'affaires à 3 ans. Et c'est là où nous, on doit avoir ce regard et cette analyse. Mais moi, ceux qui ont le prévisionnel en bon père de famille, je vais leur dire attention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que moi, s'ils viennent me voir, c'est qu'ils se considèrent comme une start-up. Si vous vous considérez comme une start-up, attention, il faut quand même à un moment donné que vous montriez que vous ayez l'ambition d'une start-up. Donc, c'est tout l'équilibre et tout le juste milieu à trouver. Ok. Mais je comprends un peu mieux le pourquoi aujourd'hui on a des dossiers qui sont effectivement comme ceux qui sont présentés dernièrement. Okay. Très bien. C'est d'autant plus difficile lorsqu'on a affaire à des innovations qui sont dans le domaine, on va dire, du digital, où c'est un peu dématérialisé et il y a effectivement des hypothèses qui sont prises de développement. Donc, c'est difficile de les faire vraiment qu'elles soient attestées, quoi. C'est basé sur des statistiques, etc., la progression, mais effectivement, on est un petit peu gêné pour dire quelle est la fiabilité de ces données de croissance, quoi. Et par exemple, nous, c'est face à ces difficultés-là que, par exemple, le dispositif Startup Process, maintenant, on demande vraiment à ce qu'il y ait une preuve de marché parce que ça nous est arrivé d'intervenir finalement trop tôt et où ça décolle. Enfin, voilà, ils prévoient 500 000 € de chiffre d'affaires, ils en font 10 000, quoi. Donc, on est loin des objectifs. Donc, c'est pour ça que nous, avec ce dispositif-là, on s'est positionné quand même à un moment où on dit il faut qu'il y ait un début de preuve de marché pour montrer que ton marché, il est atteint. Et même avec l'avance remboursable qui intervient donc plus tard, où là, pareil, maintenant, on commence à avoir le recul avec des entreprises sur lesquelles on y est allé trop tôt et où finalement, ils n'ont pas fait de chiffres, ils ne peuvent pas nous justifier, et ils ne peuvent pas percevoir l'avance remboursable. On le sait, que sur ce public de start-up, il y en a 1 sur 10 qui va atteindre le prévisionnel qu'elle a fait. Mais bon, voilà, en même temps, c'est... Une start-up, c'est ça, c'est qu'il y a de la prise de risque. Donc, si nous, on n'y va pas... Alors, comment financer les entreprises qui sont sur de l'innovation de rupture? Parce que typiquement, en plus, si c'est de la rupture technologique, on sait très bien qu'entre le moment où elle commence à faire son proto et l'arrivée au marché, il peut y avoir 5 ans, voire plus. Donc, du coup, ça veut dire que vous ne vous placez pas.
Si, nous, alors je ne l'ai pas détaillé, mais sur donc, notamment le Startup Process, donc, qui est l'aide au lancement commercial, on peut aller jusqu'aux 5 ans de l'entreprise si elle a mis du temps à trouver son modèle économique, donc, et même jusqu'aux 7 ans quand on est sur des biotech avec des longues périodes de R&D. Donc, on a, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est max 3 ans de commercialisation. Concernant Créalia, on est passé à 5 ans pour les deep tech aussi. Entreprise de moins de 5 ans au lieu de 3 ans pour les deep tech. Pour BPI, enfin, le critère du retour sur investissement est important. Et dès lors qu'on est sur des temps de développement longs, et là, typiquement, vous parliez de 5 ans, ça passe forcément par des investisseurs. Il y aura pas que de l'investissement, pardon, que du financement public. Il y aura forcément des levées de fonds qui seront complétées par de nouvelles levées de fonds, qui seront complétées par de nouvelles levées de fonds. Et à chaque tour de table, il y aura un financeur public qui pourra intervenir. Mais ces modèles économiques-là, et notamment les biotech, sont connus pour ça et ne tiennent que comme ça. S'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de projet parce qu'aucun financeur public va se lancer sur un financement à 5 ans s'il n'a pas de visibilité sur un retour sur investissement ou alors sur les toutes premières étapes via des subventions, comme on le disait, de 10, 20, 30, 40, 50 000. Mais en général, ces projets-là sont beaucoup plus, enfin en tout cas, capitalistiques que ces 10, 20 ou 30 000 dont on parle. D'autant plus qu'on ne finance jamais 100%. Ou très rarement, enfin jamais, enfin en tout cas ce qui concerne BPI France, jamais. Et Christian, toi, sur ces jeunes startups de moins de 3 ans, c'est-à-dire celles qui sont cibles Créalia et Pré-Initiative Haute-Garonne, par exemple, ou Initiative, hein, tu vois, c'est quoi ta perception des dossiers qui arrivent chez vous? Trop ambitieux, pas assez Alors, il y a de tout, il y a de tout. Après, moi, ce que je remarque dans les dossiers, c'est que les chefs d'entreprise, maintenant, ils ont les mots-clés, quoi. Ils pensent qu'en mettant les mots-clés dans les dossiers, le dossier sera mieux vu. Alors, moi je parle de projets que j'ai financés il y a 15 ans, on parlait d'algorithme. Aujourd'hui, on parle plus d'algorithme, on parle d'intelligence artificielle. Non, intelligence artificielle, c'est un système apprenant. Dès lors que c'est qu'un algorithme, ça reste un algorithme. Mais ça fait mieux de mettre intelligence artificielle dans son projet. Ou alors, enfin, IA, c'est le premier qui me vient, mais il y a tous les mots-clés. Quand on cherche dans un dossier, on le lit de A à Z, il y a tous les mots-clés. Moi, je préfère les choses simples. Je préfère les choses simples, exprimer simplement, et ensuite, j'y vais pas en fonction de la nature des besoins, que de mettre des paillettes dans les yeux. C'est contre-productif, à mon sens. Ouais, ça, c'est sur la présentation à la limite de l'innovation, etc. Nous, on le voit, hein, on a aussi beaucoup innovation de rupture et intelligence artificielle. Voilà. Et c'est là où on dit, mais c'est plus de l'automatisation et une innovation incrémentale. Mais peut-être sur la partie financière. Non, alors après, est-ce qu'ils sont plus ou moins ambitieux? Alors moi, je suis en poste depuis le 1er octobre l'an dernier sur Toulouse. J'étais précédemment sur Montpellier, toujours chez BPI France, mais sur Toulouse, j'ai pas assez de recul peut-être, mais y a pas de tendance. Comme toujours, il y a des projets qui sont hyper ambitieux et on a du mal à valider la cohérence du projet, et d'autres qui rajouteraient un zéro, on le trouverait tout aussi intéressant, et qui réagissent, comme on le disait, en bon père de famille, en étant un petit peu moins ambitieux. Il y a vraiment toutes les typologies, il n'y a pas de tendance forte sur cette caractérisation-là des projets. Ok. Je sais pas, y a-t-il d'autres questions? Non, bah, s'il n'y a pas de questions, de toute manière, hein, n'hésitez pas. Du coup, vous aurez nos mails. Et puis après, de passer par les responsables de plateforme également pour la vision aussi globale des financeurs.
J'ai une question, par exemple, si voilà, un porteur de projet, parce que bon, on les a en direct et du coup souvent des dossiers qui sont en amont et qui n'ont pas forcément encore fait les démarches ni auprès de BPI ni auprès de la région, est-ce qu'on peut vous les adresser à vous directement? Est-ce qu'on a des contacts peut-être différents à leur communiquer ou voilà, c'était juste ma question, savoir parce que c'est vrai qu'on les oriente dans les organismes, mais de façon large, et on n'a pas de contact dédié. Voilà. Bah, tout dépend. Enfin, si l'entreprise n'est pas créée, qu'on est vraiment proche de l'idée, ça risque d'être un peu prématuré de nous les renvoyer. Ouais. Clairement. Plus on sera sur une idée sans business plan encore rédigé, on va pas pouvoir les accompagner. Donc, je sais pas si côté région, côté ad hoc, peut-être, c'est plutôt vers ces gens-là qu'il faut les orienter. En tout cas, trop tôt, comme je disais, trop tôt, c'est pas bien, trop tard non plus, il y a un juste milieu. Mais une entreprise créée, c'est déjà un bon Oui, non, critère. oui. D'accord. Et si justement l'entreprise est créée, c'est un beau projet créé, qu'il n'a pas encore sollicité, par exemple, BPI, c'est quoi la porte d'entrée? Votre contact, moi en l'occurrence, si vous avez mes coordonnées, ou il n'y a pas de canal privilégié. Celui qui reçoit la demande réoriente si. Parce que moi, dans mon équipe, par exemple, j'ai des gens qui vont être par secteur d'activité. On parlait de biotech tout à l'heure, ce sera une personne. Si on parle de ce projet dans les énergies renouvelables, ce sera une autre personne. Donc, je peux pas vous dire, passez tout par un tel, ça ne lui correspondra pas. Vous avez mes coordonnées, vous me l'envoyez. Moi, je réorienterai vers la bonne personne. Mais aussi bien, vous allez faire un premier dossier avec cette personne, vous en avez un deuxième, vous passez par lui et lui-même réorientera s'il n'est pas le bon interlocuteur. Donc, aujourd'hui, on s'est vu lors de cette visio. Vous avez mes coordonnées. Si vous avez des projets qui vous semblent pouvoir prétendre à un financement BPI France, vous me les envoyez. Et en fonction de la thématique, du secteur géographique également, parce que chaque chargé d'affaires a un secteur géographique qui lui correspond. Il y aura quelqu'un qui reprendra contact et avec vous et avec le chef d'entreprise dans un deuxième temps, ou concomitamment, ce qui peut également se faire. Et côté région, nous, c'est vrai que du coup, moi, ma première réponse, c'est de vous dire, l'idéal, c'est d'orienter le porteur de projet vers une structure d'accompagnement qui pourra qualifier son projet pour vérifier est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon dispositif selon la typologie de dépenses, et faire ce travail-là terrain de vraiment qualifier le projet. Après, sur certains territoires, c'est très compliqué de trouver la bonne structure d'accompagnement. La CCI, ça fonctionne. Sur le reste du territoire, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne veulent pas les projets innovants. Donc, si vous avez un interlocuteur identifié qui est en mesure de pouvoir accompagner le porteur de projet, allez-y, foncez, donnez cet interlocuteur-là. Quand vous n'en avez pas, bien entendu, vous me renvoyez et moi, je le réoriente avec ma connaissance du territoire pour les dispositifs stock. N'hésitez pas, enfin moi, il n'y a pas de souci, je réponds, ce soit par mail, alors plutôt par mail parce que par téléphone, comme on passe notre vie en visio, on n'est pas toujours réactif au téléphone, mais vous avez mon mail, n'hésitez pas à le transmettre si besoin. Mais c'est vrai que l'avantage de passer par les structures d'accompagnement, c'est qu'elles ont cette connaissance-là de l'ensemble des dispositifs et peuvent orienter vers le bon dispositif au bon moment. Oui, sur Toulouse, ça fonctionne bien avec la Chambre de commerce, il n'y a pas de souci. Alors moi, sur les startups, sur Toulouse, c'est Stéphanie Lang qui travaille avec les porteurs de projet parce que Sandrine Bouche, elle est que sur les pépinières de Toulouse Métropole. Mais c'est Stéphanie Lang qui travaille très bien avec moi sur les startups et qui m'en monte beaucoup. D'accord. Merci. La plupart des dossiers que j'ai instruits dernièrement, c'est des plateformes de mise en relation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces plateformes de mise en relation? J'en peux plus. Hein? Moi aussi, j'en peux plus. Parce que, franchement... Mais c'est dans l'air du temps. Après, il faut accepter aussi qu'à un moment donné, le monde évolue, les projets évoluent. Moi, je ne suis pas sûre que tous arrivent à vraiment trouver leur marché. Maintenant, c'est compliqué de leur dire. Enfin voilà, nous, là où on les alerte, c'est qu'attention, il y a de la concurrence, vérifier qu'ils
qui vont bien sur leur marché de la bonne manière, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et ils croient être les seuls, alors une que nous, communauté qui maîtrise le web marketing. Et non, mais le plus difficile, c'est quand ils disent non, on est les seuls, on est les premiers. Et en fait, c'est le 4e projet sur Toulouse, comme ça que je le vois. Mais comme on est en création sur des porteurs de projets, ils ne savent pas qu'il y en a d'autres qui travaillent sur la même thématique. Mais bon. Ok. Bon, ben, je vois qu'on a à peu près le même sentiment là-dessus. Très bien. Bon, ben, si on a fait le tour, donc ben, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette petite présentation. Merci à vous. Et puis ben, peut-être voilà, à une prochaine fois. Pour Créalia, en tout cas, n'hésitez pas à m'appeler si besoin sur un projet. Et voilà, au plaisir de travailler ensemble sur des projets. Merci à vous. Merci à vous. Merci Bon beaucoup. après-midi. Au revoir. Merci à Sandra et merci à Christian. Ouais, merci. Au revoir. Merci, au revoir.